Bonjour à tous, on a vu dans la dernière vidéo que nos polypticiens de politiciens avec la crise de 2008, provoquée sciemment par la finance apatride, en ont profité pour contrôler les banques, pour recaver les banques, et en contrepartie, ils se sont imposés une cure d'austérité, ils nous ont imposé un régime draconien sans argent et ont mis en place des instruments juridico-merdiques pour contrôler de près les budgets des États qui se sont retrouvés affaiblis encore plus, pieds et poings liés, fesses écartées devant la finance apatride, et c'est pas fini. Alors je vais terminer avec cette vidéo, encore une fois trop longue, désolé, sur tous les aspects de pognon, assez chiant je dois dire, mais capitaux pour comprendre l'arnaque et celles qui vont suivre, et on fera un point sur la grande réinitialisation du capitalisme rendue possible par Mister Covid, qui sera la synthèse entre communisme et capitalisme dans une dernière vidéo pour cette saison relative au projet de la finance apatride et à la sauce à laquelle ils vont nous bouffer tout cru au nom du sauvetage indispensable de la planète. Alors la suite, la crise de 2008 a été utilisée par les fédéralistes comme levier pour aller vers l'union bancaire, ou plutôt vers un cadre financier plus intégré. Dans le 2, on a vu l'aspect budgétaire, c'est-à-dire le prévisionnel de ce que la racaille à cravate va faire avec notre pognon, y compris l'aspect mutualisation des dettes. Dans ce 3, on va voir l'aspect financier, c'est plutôt comment on fait en sorte que le prévisionnel se réalise, c'est-à-dire comment on fait pour écarter les obstacles comme le mécontentement des peuples. Alors, premier point, 30 mai 2012, la Commission européenne appelle à la création d'une union bancaire ou financière. La Commission européenne, dans sa novlangue, voulait assainir, entre guillemets, le secteur bancaire et restaurer la confiance dans l'euro par l'union bancaire, ou plutôt, plus précisément, par l'union de toutes les finances de tous les pigeons d'Europe. Autrement dit, on va imposer au peuple de donner de l'argent aux banques pour recaver celles qui auraient perdu leur partie de poker au casino. Ouais, c'est moins vendeur dit comme ça. Ce projet d'union bancaire européenne a été décidé par le Conseil européen, c'est-à-dire l'assemblée de tous les traîtristes en chef de tous les États, le 28 et 29 juin 2012. Mon ennemi, c'est la finance et mon cul, c'est du poulet. Dixit celui qui avait été élu le 6 mai 2012 et à qui il n'aura même pas fallu 2 mois pour pisser à la réélectorale de tous les Français, élection truquée d'ailleurs comme toutes les autres. Puisque, comme je l'ai déjà expliqué, quand on empêche la libre formation des opinions politiques des citoyens, tout le reste est faussé. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est les gouvernants en laisse, et s'il y a un maillon qui manque, un maillon de cette laisse, et qui pète, il n'y a plus de laisse. Je vous renvoie à la vidéo sur la démocratie et sur le CSA. L'union bancaire reposerait donc pour la racaille sur 3 piliers. D'abord, un superviseur bancaire unique pour contrôler le secteur bancaire. Ensuite, un système commun de gestion et de résolution des défaillances bancaires. Oui, ça fait des successions de mots chiants, c'est vrai. Cette garantie des dépôts, c'est des fonds en provenance des nations de l'Europe, sous label européen, qui doivent être réservés pour venir en aide aux établissements financiers en difficulté qui auraient trop spéculé sur le dos des peuples. Double peine, voilà l'idée. L'un des points essentiels de cette feuille de route que vous voyez à l'écran, c'est la création d'un cadre financier plus intégré, comme ils disent, c'est-à-dire avec le point qui rentre jusqu'au coude, à savoir l'union bancaire. Deuxième point, Chypre, en 2013, le laboratoire de la souveraineté bancaire. Le système de spoliation des citoyens pour sauver les banques a été expérimenté à Chypre en 2013, lorsque les titulaires des comptes de la plus grande banque de Chypre, la Bank of Cyprus, ont perdu une grosse partie de leur épargne au-dessus de 100 000 euros. Vous me direz, il leur reste assez pour acheter du beurre. Et ce, à partir de fin mars 2013. Néanmoins, à cette date, la Banque centrale de Chypre a créé un précédent. Dans le cadre d'un plan de sauvetage européen du secteur financier de l'île, et oui, il faut tester le produit avant de le commercialiser, elle a accepté, cette Bank of Cyprus, première banque de l'île, s'il vous plaît, de ponctionner 47,5% des dépôts de plus de 100 000 euros, une décision qui avait provoqué, bien sûr, l'ire des Chypriotes, nombreux à se précipiter pour retirer leur argent aux distributeurs automatiques de leur banque. Le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, avait déclaré le 25 mars 2013 que le plan pourrait faire école. Tu m'étonnes que ça pourrait.
Automne 2013, troisième point, mise en place du premier pilier de la souveraineté bancaire par l'adoption du mécanisme de supervision unique par le Parlement et le Conseil. Alors, c'est le premier pilier en amont du système et il a fait l'objet d'un accord en vertu duquel est confié à la Banque Centrale Européenne, je sais c'est chiant, et plus particulièrement à son Conseil de supervision unique, la surveillance de 6000 banques de la zone euro à partir de novembre 2014. En fin 2017, lorsque j'ai arrêté de m'attarder sur ces conneries, seulement 128 banques avaient fait l'objet d'études de la BCE pour tester leur solidité. Et on va voir que l'arrêt de l'économie provoqué par le confinement imposé en mars 2020 est arrivé à point nommé pour sauver le système d'argent-dette. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et aux services de 2010 à 2014, un Français sur le papier, a salué le vote des députés européens comme étant parmi les plus importants de la mandature. On se prend à rêver de la déchéance de nationalité, allant jusqu'à réaffirmer que l'Europe ne doit pas en rester là et doit s'attaquer maintenant au deuxième pilier de l'union bancaire qui est aussi le projet le plus important pour l'Europe depuis la création de l'euro. Cette deuxième étape consiste en la création d'une autorité et d'un mécanisme de résolution bancaire, je vais expliquer, tant pis pour vous. Quatrième point, mars 2014, mise en place du deuxième et troisième pilier de la souveraineté bancaire par un accord politique entre le Conseil et le Parlement européen portant sur le mécanisme de résolution unique et le système de garantie des dépôts. L'idée officielle de tous les fédéralistes hypocrites est de tenter de briser le lien qu'ils ont sciemment fabriqué en recavant les banques à tout prix, briser le lien donc entre crise bancaire et dette souveraine. Je rappelle, ils ont aiguisé l'appétit des requins en faisant en sorte que les États se portent garant pour les banques en dernier ressort, avec en l'espèce 1616 milliards d'euros, au lieu de les laisser couler comme de sombres merdes. On les a totalement déresponsabilisés. Briser le lien donc entre crise bancaire et dette dite souveraine, s'il vous plaît, c'est le narratif pour les opinions publiques, mais dans les faits réels, la vraie réalité, celle qui blesse, celle qui fait mal, ils ne veulent et ne font que conforter la finance apatride dans son rôle de geôlier des peuples. Autrement dit, leur stratégie, en définitive, à cette racaille en col blanc, c'est de masquer le boulet au pied de tous les peuples d'Europe. Et ils y arrivent bien, apparemment. Donc l'adoption des deuxième et troisième piliers de l'union bancaire, en l'espèce, gentiment présenté sur la base juridique de l'article 114 et 127, paragraphe 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, permettrait à rien de moins que la généralisation de la souveraineté bancaire. Le Parlement européen, composé d'apatrides à la vue basse, à la fin de la procédure, a adopté avec allégresse, youpi on les a niqués, le texte sur le deuxième et troisième pilier de l'union bancaire le 15 avril 2014. C'est la directive BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive, pour parler français. En fait, par cette directive, il adopte 3 textes. Alors, faut me suivre. Le mécanisme unique de résolution, le MUR, celui qu'on se prend dans la gueule aujourd'hui, complété par le règlement MORU 816-2014, le fonds de résolution unique et le système de garantie des dépôts MUR-FRU-SGUD. Pour clarifier leur connerie, je précise que le MUR et le FRU constituent le second pilier qualifié de système de résolution bancaire qui intervient, lui, en aval. Son objectif officiel est d'éviter que l'argent public et donc les contribuables soient à nouveau sollicités en cas de nouvelle crise bancaire, c'est-à-dire qu'officiellement, pas en vrai, ils prétendent que le mécanisme de renflouement interne, buy-in, doit éviter, en prenant aux actionnaires, le renflouement externe, c'est-à-dire le buy-out, en piquant aux contribuables, autrement dit, ce qu'on nous annonce, c'est que ce système doit éviter que les contribuables payent les faillites bancaires, ça c'est sur le papier, et seulement pour les neuneux naïfs prompts à gober toutes les mouches à merde avec leur sourire béat, enfin bref, aller courir après un actionnaire qui aura déjà revendu dans la seconde. Philippedes ou Euclès, s'ils avaient couru après les actionnaires, n'auraient pas fini leur marathon. Le système de garantie des dépôts constitue, lui, le troisième pilier de l'union bancaire et doit officiellement, bien sûr, pas en vrai, permettre aux déposants de recouvrer leur argent en cas de faillite de leur établissement bancaire. Michel Barnier, toujours français apatride, a salué, encore une fois, un accord historique en un temps record. Oui, quand il s'agit de servir, de protéger leurs petits maîtres de la finance apatride, les petits valets à l'œil presque vif et au poil bien brillant sont prompts à remuer la queue.
Donc voyons d'abord le premier pilier, mur et fruits. Premier point, le mur qui porte bien son nom. En vertu du premier pilier de l'union bancaire, la Banque centrale européenne est chargée de la surveillance des établissements financiers de la zone euro. Si elle constate une défaillance dans l'un d'eux, elle le notifie à la Commission européenne, à l'État concerné et à un conseil de résolution unique, CRU, composé de fonctionnaires européens et de représentants des États membres, tous apatrides. Le Conseil de résolution unique élabore un plan de résolution, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est résoudre le problème que posent les peuples en proposant donc un plan de sauvetage des banques payées par les peuples, un plan de renflouement, de recave aux banques pour donner une deuxième chance aux gloutons qui auront trop gloutonné. La Commission européenne et le Conseil de l'UE doivent alors valider ce plan, sinon il faut le modifier. S'il est adopté, le plan de résolution est appliqué par les autorités nationales, ou plutôt par les exécutants nationaux, sorte de bourreaux qui sortent leur lame du fourreau et schlac. Le plan de résolution peut alors faire appel à deux types de contributeurs, les actionnaires de la banque et les créanciers détenteurs d'obligations. Ce système est nommé buy-in ou renflouement interne. Ce système pourrait éliminer, selon le Parlement européen, qui s'adresse aux candides, jusqu'à 8%, seulement j'ai envie de dire, des obligations financières d'une banque pour couvrir les pertes en cas de circonstances exceptionnelles. Blablabla, on imagine bien. Ce mécanisme est entré en vigueur le 1er janvier 2016, mais quelques mois après, cette micro-garantie, irréaliste de surcroît, a été en plus revue à la baisse, car les exigences minimales de fonds propres et de passifs exigibles à mobiliser en cas de crise bancaire sont réduites. Le MERL, qui n'est pas un oiseau, mais le Minimum Requirement for Unfunds and Eligible Liabilities, sera inférieur aux 8% initialement prévu, puisque nous dit-on, la directive BRRD ne prévoit pas de minimum harmonisé d'instruments mobilisables au niveau des banques individuelles. Vous avez tout compris, annoncé donc par la Commission européenne en mai 2016, et cette novlangue, que tout le monde comprend facilement bien sûr, continue en disant qu'il faut justifier ce retournement par la diversité des modèles d'affaires et des stratégies de financement des banques européennes. Youhou! Pour les banques, on n'impose aucun minimum parce qu'une harmonisation est impossible à cause de la diversité des modèles. Mais aux citoyens des peuples européens, on peut leur imposer une harmonisation des salaires par le bas, quitte à niquer les modèles sociaux. Ouais, vous m'avez compris. Le fruit qui ne servira à rien comme tout le reste sauf à nous piner, le fonds de résolution unique, lui, est alimenté par le secteur bancaire de la zone euro au moyen d'une taxe bancaire et il est chargé d'intervenir en cas d'insuffisance de renflouement interne et il doit être progressivement mutualisé pour atteindre 55 milliards d'euros en 2024 avec capacité d'emprunter sur les marchés par un effet de levier comme ils disent. Le 30 juin 2017, le CRU a annoncé que le montant total du FRU s'élevait à 17,4 milliards d'euros. Fin 2017, quand je me suis fait chier à réétudier ces conneries, il était financé à hauteur de 25 milliards. Et après, j'ai pas regardé en même temps, on s'en fout. En théorie, ces seuls instruments doivent permettre de supporter le coût d'une faillite bancaire. En théorie seulement, en pratique, c'est risible, ridicule, clownesque, ubuesque, grotesque. Alors là, je vais faire un détour par New York pour aller à Paris pour expliquer que ces garanties, au final, c'est comme pisser dans un violon à 20 mètres contre le vent, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Petite explication, le double mouvement de libéralisation des taux de change de 71 et des taux d'intérêt de 73, qu'on a vu dans l'épisode 16 sur la financiarisation du monde, a créé des risques de taux de change et taux d'intérêt colossaux et ont ainsi permis l'émergence d'une industrie financière gigantesque de couverture des risques, puis de couverture des risques, et qui s'est prodigieusement déployée au travers des produits dérivés car l'objet de la couverture n'est pas un actif, mais un risque sur l'actif sous-jacent. Et ces dérivés constituent aujourd'hui un furoncle abominable qui occupe l'essentiel de l'activité des marchés parasites. Plus de 19/20 de leur temps à ces marchés. C'est comme si sur une journée de 8 heures de travail, ils s'occupaient de spéculation pendant 7h40 et le reste, pause café. Depuis lors, l'économie réelle n'a que pour fonction d'amorcer la pompe monétaire par le système du crédit, personne n'y échappe, ménages, entreprises, États, ces États qui ont le pouvoir, s'il vous plaît, de gager les richesses réelles du pays, et ne se gênent pas d'ailleurs, pour privatiser ou lever plus d'impôts, et oui, nous travaillons tous pour la finance apatride au final.
quand même. Et merci à coronavirus, ça permet d'endetter tout le monde au-delà des limites du possible et cet argent est ensuite refoulé sur les marchés financiers. Ces montagnes de pognon sont refoulées sur ces marchés qui les aspirent goulûment par la spéculation, cet argent qui a été créé par le crédit. Cette montagne de crédit sert dans sa quasi-totalité à plus de 96%, ça c'était il y a 3 ans, à spéculer et spéculer encore plus. C'est un cercle vicieux qui aspire tout. Et en plus, l'imagination de ces parieurs pour s'enrichir sur les marchés financiers est infinie. Ils parient sur tout et trouvent toujours de nouveaux actifs sous-jacents. Une action cotée en bourse, une obligation, un indice boursier, une unité négociable, une matière première. Un taux de change, un taux d'intérêt, des flux financiers liés à la réalisation d'un événement du contrat, comme le défaut de paiement d'une entreprise, un événement climatique, une catastrophe naturelle, ou même il parie sur un crash d'avion sur une tour et personne n'enquête après bien sûr, un krach de l'économie mondiale en 2020, vous voyez. Toute cette industrie a donc perverti une idée initiale qui n'était pas du tout malsaine, celle de la sécurisation des transactions contre les aléas des prix entre un client et un fournisseur pour éviter de mettre la clé sous la porte à cause d'un élément extérieur, d'un aléa. Un exemple, vous avez un agriculteur qui vend son blé à un boulanger, imaginons que le quintal vaut 175 € en moyenne, vu les chiffres récents, mais fluctue entre 150 et 200 suivant les récoltes. Ni le boulanger ni le céréalier ne peuvent connaître à l'avance l'impact de cette fluctuation sur leurs échanges et donc sur leurs revenus. Ils décident donc d'un prix convenu, médian, de 175 € au quintal, quoi qu'il arrive. Et donc, ils peuvent vendre ou acheter leurs marchandises à un cours connu, à une date future, en étant protégés contre les fluctuations de ces cours. Les produits dérivés ont donc été créés pour permettre aux entreprises de se couvrir contre différents types de risques financiers, avant de servir à bien plus de 96% aujourd'hui à l'avarice vorace des vautours. Les dérivés destinés à couvrir les risques ne représentent même pas 4% du total qui est estimé entre 600 000 et 1 500 000 milliards, s'il vous plaît, de dollars, 10 à 20 fois le PIB mondial. Chiffre de 2018 quand j'ai écrit ça, 96% de l'activité des marchés, c'est de la pure spéculation. C'est un figuier stérile qui ne produit rien, mais qui suce, qui aspire un max, pourtant toutes les liquidités, des forces vives comme on dirait. En gros, c'est des vampires, des suceurs d'oseille. En France, par exemple, le montant total des contrats des produits dérivés, dont plus de 96% sert à spéculer, des 4 plus grands établissements bancaires en France, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, se montait à fin 2015, il y a un lustre donc, à 75 000 milliards d'euros. C'est le volume d'activité de ces banques sur les dérivés appelés valeurs notionnelles, environ 35 fois le PIB de la France. Mais ça correspond pas, heureusement, d'ailleurs, au risque pris. Mais le montant total des risques et donc des pertes potentielles ne peut être calculé qu'en connaissant l'encours sur les contrats. Il faut distinguer entre le prix de tous les véhicules couverts par une assurance et la valeur réelle de ces contrats d'assurance. C'est la différence. 70 à 75%, plus de 50 000 milliards d'euros de ce montant, donc, sont des contrats sur taux d'intérêt, mais dont on ne peut pas connaître le montant des risques pris. Mais si jamais on fait une estimation ridiculement basse à hauteur de 1%, pour donner un ordre d'idée, la perte potentielle s'élève entre 520 et 560 milliards d'euros. Donc si ces risques se réalisent, ce qui est loin d'être improbable, eh bien c'est la merde absolue. Et en plus, pour les 25 à 30% restants de ce montant, donc environ une vingtaine de milliers de milliards, les risques contractuels sont vraiment beaucoup plus importants. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en cas de perte, le FRU, le Fonds de résolution unique, avec ses 25 petits milliards, ne servira à strictement rien. Il faudra taxer le contribuable, encore et toujours plus, dans tous les aspects de sa vie. Imaginez un péage urbain, une taxe sur votre nombre de respirations sans masque. Il faudra taxer donc aussi ses enfants, ses petits-enfants, puis déterrer le squelette de ses aïeux pour récupérer encore un peu de pognon et mettre une option sur les 40 générations suivantes. Et ce n'est pas le micro-fonds français de 3,5 milliards d'euros, du fonds de garantie des dépôts de résolution créé sous Hollande par la loi du 26 juillet 2013 qui aidera à quoi que ce soit. Au niveau mondial, c'est encore bien pire. Selon une enquête de MarketWatch de novembre 2017, Here's all the money in the world in one chart,
L'ensemble des encours sur ces produits dérivés représenterait plus de 1 million de milliards de dollars, soit plus d'un quadrillion. Donc c'est un 1 avec une quinzaine de zéros derrière. Autrement dit, plus de 960 000 milliards sont de la pure spéculation qui ne sert à rien sauf à créer une menace systémique. Et les subprimes, qui ont provoqué la crise de 2008, représentaient seulement une niche de ces dérivés. Devant les risques systémiques, hypocritement, les fanatiques du fédéralisme vous diront « il faut plus d'Europe, toujours plus d'Europe, quitte à en crever ». Toujours plus d'Europe, alors même que ce qu'il faut, c'est sortir du système d'argent-dette. Et pour ça, il faut des États indépendants du pouvoir financier et non des serviteurs de la dette. Vous voulez que je vous assomme encore un coup? C'est possible. Deuxième point, troisième pilier, le SGD, la communautarisation des risques. Dans l'idée, une banque, après avoir recouvré beaucoup moins de 8% de ses pertes auprès de ses actionnaires et créanciers, si on arrive à les retrouver, parce qu'une banque cotée en bourse dans l'actionnariat fluctue en fonction des achats et des ventes, comment ne peut-on qu'imaginer une seconde se retourner vers les ex-actionnaires? Donc la banque pourra en théorie être recavée par le fruit avec ses 25 petits milliards, mais elle aura encore à éponger la plus grande partie de ses dettes, autrement dit, elle pourra servir dans les comptes de ses clients les plus riches, plus de 100 000 euros, mais pas que. En effet, le curseur va toujours dans le même sens, mais jamais en faveur des citoyens. Initialement, ce système de SGD vise à garantir les dépôts inférieurs à 100 000 euros. Dans l'ensemble de l'Union européenne, selon ce système, seuls les citoyens richement pourvus de plus de 100 000 euros sur leur compte courant ou épargne seront taxés, comme ce fut le cas à Chypre en 2013. Ainsi, les citoyens en cas de faillite de leur banque pourront être remboursés de la totalité du solde inférieur à 100 000 euros. Le délai de remboursement doit passer de 20 jours ouvrables à 7 jours en 2024, lorsque le mini-fru sera totalement capitalisé. Tout ça, c'est en théorie. En France, il faut noter que la directive BRRD a été transposée en catimini avec célérité et duplicité, mon ennemi c'est la finance et mon cul c'est du poulet, au moyen d'une ordonnance du 21 août 2015, en catimini donc pendant l'été, qui a autorisé la ponction des comptes bancaires prévus par la BRRD, et au passage, avec l'empressement caractéristique des petits valets serviles, il a étendu le système aux assurances-vie avec la loi Santer-Sapin 2 du 9 décembre 2015 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, à la modernisation de la vie économique. Enfin, en vrai langage, la loi s'intitulerait « Loi pour faire semblant de faire quelque chose », mais surtout ne pas le faire, et surtout faire le contraire. Cette loi autorise enfin le Haut Conseil du secteur financier à bloquer tout mouvement dans ses fonds, qui gèrent des assurances-vie, ce qui n'a aucun rapport avec la choucroute. Si un tel blocage devait survenir, il serait alors impossible de verser de l'argent dans un fonds en euros, et surtout, il ne serait pas possible d'en retirer pour un retrait ou pour un arbitrage pendant plusieurs mois. Pourtant, vous aurez noté, il n'y a pas de risque systémique lorsqu'une société d'assurance fait faillite, c'est pas une banque. Le régime de résolution prévu par la loi Santer-Sapin 2 ne réplique d'ailleurs pas complètement le système applicable aux banques, puisque de fait, il ne prévoit pas de mettre à contribution les actionnaires ou les créanciers pour le renflouement d'un assureur, ni d'utilisation d'un fonds de résolution, donc SANIC, mais toujours à sens unique. Tout ça est d'autant plus juteux que ce ne sont pas que les comptes bancaires plus que bien garnis qui seront touchés, puisque cette garantie de montant de 100 000 euros est morte née enterrée. Donc oui, je vous en ai parlé pour rien, comme à peu près tout le reste concernant ces racailles. Le gouvernement allemand refuse et refusera encore et encore de payer les pertes que subiraient les banques des pays du sud de l'Europe. En l'état juridique actuel de l'Europe, faut-il le préciser, comme on a vu dans la précédente vidéo. Alors, le 8 novembre 2017, la BCE a publié une note intitulée « Révision du cadre de gestion des crises de l'Union », montrant l'absolue nécessité d'éviter tout bank run en bloquant tous les comptes bancaires afin de contribuer au redressement du système. Si une banque fait faillite, c'est tous les comptes de toutes les banques qui seront keblo. Mais rassurez-vous, ils ont eu la gentillesse de proposer que sous 5 jours ouvrés, le banquier vous donnera le montant qu'il juge nécessaire pour faire vos courses. Et comme il y a de moins en moins d'agences, préparez-vous à sucer des cailloux. Lors de la prochaine crise financière, c'est-à-dire dans à peu près 3 heures et 12 minutes, sauf reconfinement, les déposants et les épargnants pourront donc voir leurs comptes bloqués et pillés par les banques, mais ils auront au moins la satisfaction d'avoir contribué au redressement du secteur bancaire, bien heureux d'avoir cru à la bonne parole des parasites européistes qui leur diront « il vaut mieux perdre 20 à 30% que de perdre 100%. »
Eh oui, et rassurez-vous, nous allons vous sauver avec plus d'Europe. Et il se trouvera encore des bienheureux pour applaudir béatement. La faillite, c'est pour les clients des banques, mais pas pour les banques, sauf celles qu'on veut bien sacrifier, comme les Man Brothers. Et peu importe qu'un grand nombre de mesures aient été adoptées ces dernières années pour réguler, entre guillemets, la finance européenne, mesures sur les fonds propres des banques, sur les assurances, sur les divers instruments financiers, puisqu'on reste toujours dans l'hypothèse d'une bonne vieille inondation où on veut seulement colmater des trous béants avec le petit doigt, alors qu'il faudrait plutôt couper l'arrivée d'eau. Enfin, ça se résume à ça. Faut voir encore, pour être complet, parce qu'il s'arrête jamais, les plans de sauvetage de la BCE. Et oui, désolé, pour essayer de faire passer la pilule, voilà un schéma pour simplifier le bordel. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Vous voyez en théorie comment on peut faire pour financer une collectivité nationale. D'abord, première solution, qui est loin d'être la pire, l'État se finance hors marché. Et il peut le faire auprès de sa banque centrale, qui va créer du pognon, et le donner au trésor public sans contrepartie, c'est gratos. Ça, c'est interdit. Danger. L'État pourrait vouloir créer trop de pognon, donc vaut mieux jeter le bébé avec l'eau du bain, au cas où. L'État peut encore, deuxième hypothèse, se financer par sa banque centrale qui va lui filer du pognon qu'elle crée donc pour l'occasion, mais que lui devra rembourser, mais sans intérêt. Ça, c'est interdit depuis le traité de Maastricht de 92, repris par le traité de Lisbonne, et avant ça, la racaille à cravate avait rendu cette solution caduque dès 1974. Danger, imaginez que la Banque centrale ne demande pas le remboursement du capital. Quelle horreur! Donc on interdit. Vous noterez que les Anglais ont fait ça en avril 2020 avec remboursement pour la fin d'année. Ensuite, deuxième paquet de solutions, l'État se finance sur les marchés. Ah, là déjà, on va pouvoir se faire un peu plus des couilles en or, dixit la racaille affûte à 2000 balles. Donc deux cas, l'État va sur le marché primaire, enfin il délègue des banques privées pour le faire, des SVT comme on a vu, sorte d'officiers ministériels au service, entre guillemets, de l'État. Et là, l'État leur dit, je veux me faire pigeonner. Allez, Goldman Sachs, va dire à tes clients, vous prêtez du blé à l'État français, il s'engage à vous le rendre avec les intérêts. Et s'il peut pas, il mettra en esclavage tous les citoyens pour vous payer. C'est bon, marché conclu. Et là, l'autre en face, il a le luxe de faire la fine bouche. Pourquoi continuer à les appeler citoyens et pas esclaves? La démocratie se résume à ça aujourd'hui, le minimum requis pour sauver les apparences. Je précise, la BCE n'a pas le droit d'acheter des obligations au jour de ponte. Ça doit passer par des investisseurs privés. Ben ouais. Sinon, c'est pas lucratif pour la racaille apatride. Et c'est les traités de l'UE qui l'interdisent à la BCE. Imaginez que la BCE achète directement aux États leurs titres de dette avec ses taux proches de zéro, on se retrouverait dans le cas de figure numéro 2. Quelle horreur! Donc là, l'État ne peut s'adresser qu'aux investisseurs privés qui ont le droit d'être anonymes, eux, et de se goinfrer aux frais de l'État et des contribuables. Donc, en revanche, quand c'est pas l'État mais les entreprises, la BCE peut acheter sur le marché primaire, allez comprendre. La BCE a dès lors uniquement le droit de racheter des obligations des États sur le marché secondaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a le droit de filer du pognon qu'elle crée en le prêtant aux banques privées, en leur rachetant les obligations qu'ils ont achetées aux États sur le marché primaire en les endettant. Donc les banques se font des couilles en or sur le marché primaire, puis secondaire, et même, et c'est ça le luxe total, les banques se font payer par la BCE pour qu'elles prennent le pognon qu'elle leur offre, cette BCE. C'est ce qu'on appelle les taux négatifs. Bref, on aime se goinfrer là-bas. Quand la BCE fait ce que je viens de dire, c'est du quantitative easing. Quand elle fait ça, mais en même temps, elle retire la même quantité de pognon de la circulation que celle qu'elle vient de filer aux banques, ça s'appelle SMP ou OMT. C'est pareil, sauf que OMT, c'est en plus quand on exige des États qui serrent la ceinture, enfin que les gouvernants serrent la ceinture des gouvernés. Dans tous les cas, la BCE escompte simplement que les banques vont accorder plus de crédit à partir de la montagne de fric qu'elle leur donne. Super, comme on a vu, cet argent créé ne vient se déverser dans l'économie réelle que par le biais de la distribution de crédit par les banques ou par l'achat de nouvelles émissions obligataires des États de la zone euro. Mais les investisseurs peuvent décider de réinvestir leur pognon dans d'autres actifs financiers, comme les actions, y compris les leurs, pour se gaver un peu plus, y compris hors zone euro, obligations américaines par exemple, ou conserver les liquidités, ou les utiliser pour se désendetter, ou les placer dans leur compte de réserve à la Banque centrale,
plutôt que de les utiliser pour octroyer davantage de crédits aux entreprises ou aux ménages. Donc s'ils mettent l'argent dans la spéculation, jamais la création monétaire ne va dans l'économie réelle. Il y a un manque permanent de pognon, ça faut le comprendre, partout, sauf dans les poches bien sûr des racailles qui aspirent tout. Du coup, l'économie réelle, on n'a rien, et sans pognon, il n'y a que les emmerdes dans la société, comme je l'ai démontré par A plus B de façon mécanique dans la vidéo sur la nation ou sur les polyptichiens. Alors voyons ces putains d'acronymes. La BCE a pondu des SMP et des OMT. Non, ça fait pas mal. Enfin, à voir. L'idée en gros, c'est que le programme SMP Securities Market Program, lancé en mai 2010, consistait à racheter sur les marchés secondaires des obligations souveraines des États de la zone euro, qui faisaient face dès lors à la défiance des investisseurs, qui exigeaient des primes de risque élevées pour acquérir ces titres, prévoyant donc le risque d'explosion de l'euro et de la dévaluation subséquente des monnaies de ces pays. L'idée, c'était de faire baisser les taux d'endettement de ces pays. Et à aucun moment, à aucune seconde, personne n'a envisagé jamais de sortir de ce système de malade mental, mais non, toujours à chaque instant, tout le temps, partout, tous ne pensent qu'à baisser le coût de l'endettement. Bande de... Ça, c'est l'élément clé pour tout comprendre. Tous veulent garder le système d'argent-dette, ils cherchent simplement à baisser le coût de l'endettement, et quand ils y arrivent, ils pensent être de bons gestionnaires. Bande de... La BCE a ainsi procédé au rachat d'obligations du Portugal, de l'Irlande, de l'Italie, de la Grèce, de l'Espagne, les gypsies en anglais, selon les racailles haineuses, pour un montant total d'environ 200 milliards d'euros. À noter, il n'y a pas de création monétaire, car la BCE, d'un côté a injecté le pognon, comme j'ai dit, avec ses rachats, et de l'autre côté a retiré les liquidités correspondantes, et ils appellent ça la stérilisation, c'est-à-dire que la BCE est intervenue auprès des banques pour retirer le même montant des liquidités que celui qu'elle leur avait apporté en rachetant les titres de dette publique, chose qu'elle ne fait pas dans le cadre du quantitative easing. Je sais, c'est chiant, c'est compliqué, comme j'avais indiqué donc juste avant. Voilà. Septembre 2012, ce programme a été remplacé par un autre programme de niquage fondamental, OMT, Opération monétaire sur titre. En gros, c'est la même chose, sauf que les pays qui veulent en profiter devaient solliciter l'aide du Fonds européen de stabilité financière, le FSEF, avant le MES, comme j'avais expliqué avant, dans la précédente vidéo, et accepter dès lors de se faire mettre, comme ils disent, un programme d'ajustement macroéconomique dans le cul et bien profond. En gros, l'idée, c'est que pour avoir du pognon, pas trop cher, sur les marchés financiers, il faut accepter de niquer tous les acquis sociaux dans la société. Bande de... Alors... Encore un acronyme de la mort qui tue. TLTRO. Targeted Long Term Refinancing Operations. Yeah. En décembre 2011 et en février 2012, la Banque Centrale Européenne a conduit 2 opérations massives de refinancement des opérations des banques européennes en leur accordant des prêts à 3 ans à des taux d'intérêt très bas, à 1%, pour un montant total estimé à 1000 milliards d'euros. Là où des banques bien notées n'auraient même pas eu 3,5% d'intérêt. Tout ça pour les aider à mieux spéculer en déresponsabilisant un peu plus ces entreprises privées. Ces opérations ne sont pas une nouveauté, mais elles représentent quand même un changement de dimension, un joli pactole. Plus de 1000 banques ont touché plus de 1000 milliards d'euros. Par ici les pépettes. L'idée, c'est toujours de conserver des conditions de crédit favorables dans la zone euro. C'est fondamental. Tout repose sur l'offre et la demande de crédit dans ce système de gros connards. L'effet de cette politique de la BCE sur la base monétaire a été nul, genre 0, et la masse de pognon n'a progressé que de 25% entre janvier 2008 et juin 2014, et 0% quand tout a été remboursé, alors même que la finance apatride spéculeuse capte toujours plus de pognon, donc du coup on manque cruellement d'argent, nous là collectivement, et c'est normal, nous ne sommes rien. Pour faire bien, il faut le donner aux citoyens, ce pognon, comme l'ont proposé des eurodéputés, enfin des perdreaux de la veille. Non, c'est juste pas possible de donner du pognon aux citoyens en aval en acceptant le système d'argent-dette et son terreau fertile, le capitalisme ultralibéral, dont l'UE n'est qu'un des parasites. Donc c'est hypocrite
électoraliste et au final populiste. Il faut pas tortiller du cul pour chier droit, il faut dégager ce système vampirique qui ne tient que si on appuie sur l'accélérateur pour toujours augmenter la quantité de crédit fait par les banques, parce que sinon cette pyramide de Ponzi s'écroule. Du coup, que fait la BCE? Elle appuie sur le champignon. La BCE donne beaucoup de pognon, énormément de pognon, toujours plus de pognon, mais aux banques seulement, pas d'hélicoptère drop. Ça n'aurait d'ailleurs aucun sens dans le cadre du système d'argent-dette. Donc aux banques seulement, qui nous resservent des petites miettes, et encore, on doit rembourser avec intérêt et se faire mettre des réformes en contrepartie de leur générosité. Tiens, merci de me donner un crouton, je te rends une baguette et je me serre la ceinture. Ça te va? TLTRO 1 et 2, Targeted Longer Term Refinancing Operations. Longueur. La politique de la BCE, ça marche pas, alors on fait quoi? On continue. TLTRO 1, lancé en septembre 2014, c'est quoi ce truc? C'est pareil qu'avant, sauf que c'est un poil plus long. C'est pas long, c'est longueur. Le prêt fait par la BCE aux banques privées, ces opérations de refinancement à plus long terme constituent l'un des instruments dits non conventionnels de la politique monétaire de la BCE, lui permettant d'octroyer des prêts à long terme aux banques à plus longue maturité, 4 ans. En temps normal, c'est 1 semaine à 3 mois. Bref, on s'en bat les... Tout ça pour les inciter, ces banques, à accroître leur activité de prêt au profit des entreprises et des consommateurs de la zone euro. Et oui, tout le système ne tient, je répète, c'est totalement capital, que par l'offre et la demande de crédit. Donc faut pousser les uns, tout est là, le secret de tout est là, faut pousser les uns à avoir besoin de faire des crédits alors qu'ils sont déjà surendettés. Et le confinement, ça a cet effet magique d'ouvrir une nouvelle autoroute pour l'endettement. Et les autres, les banques, on les pousse à offrir des crédits en les gavant de pognon et en espérant qu'elles en reversent au moins quelques gouttes dans les vrais moteurs de l'économie. Si vous avez compris ça. La première série de TLTRO a été lancée en 2014, puis une seconde en mars 2016. TLTRO 2. Problème de la Banque Centrale Européenne, c'est le crédit crunch, il faut le freiner. Dans la zone euro, freiner la baisse des prêts et freiner la remontée des taux interbancaires. Alors avec TLTRO 2, on facilite encore plus le crédit que doivent faire les banques. Les banques peuvent emprunter à la BCE jusqu'à 30% de leur encours de prêt au niveau des entreprises et des consommateurs. Les banques prêtant davantage à l'économie réelle peuvent alors emprunter plus et à un taux d'intérêt plus faible, et qui plus est même négatif. On les paye pour prendre le pognon. C'est pas beau la vie. Le but de ce bordel, c'est de donner aux banques plus de liberté en leur accordant un matelas financier durable, taille XXL et super moelleux, sur lequel elles peuvent se détendre, pour notamment prêter à l'économie et se prêter entre elles ou dormir du sommeil de l'injuste au choix. Mais comme il faut rembourser les sommes empruntées dans le cadre du précédent TLTRO, et avec d'autres contraintes, stress test pour l'union bancaire, avarice et tout ça, ça décolle pas. En fait, l'action de la BCE ne fait que reporter le risque à plus tard. Bref, le TLTRO, c'est comme l'OMT ou le Forward Guidance, qui est une sorte de promesse que les taux d'intérêt resteront au plus bas, un moyen de gagner du temps pour mettre tout en place avant l'effondrement inévitable de ce système, et puis de passer à une monnaie virtuelle. Alors je vous fais grâce du CBPP3, du ABSPP, du CSPP, lancé de 2014 à 2016, on s'en fout. Faut juste comprendre que la Banque centrale s'est mise à acheter des actifs financiers sur les marchés, bons du trésor, obligations d'entreprise, titres adossés à des actifs comme des titres hypothécaires, avec au total une grosse boulimie égale à leur panique de voir tout s'effondrer. Alors on va s'attarder sur le quantitative easing, 4e point de 2015 à 2018. Et rien n'y fait, vous avez compris, le système est voué à s'effondrer, c'est pourquoi la racaille déploie tout un arsenal de programmes toujours plus colossaux les uns que les autres pour retarder l'effondrement. Alors la BCE s'est lancée dans ce qu'elle appelle dans sa nouvelle langue l'assouplissement quantitatif, quantitative easing in French, ou QE. C'est une forme de création monétaire totalement inefficace parce que ça part du postulat que les banques vont remettre l'argent dans l'économie réelle alors qu'elles préfèrent spéculer ou se renforcer. Dans le contexte de la crise de la dette dans la zone euro, les petits toutous européistes ont copié leur parrain américain, quoi d'étonnant. Le 22 janvier 2015, et avec retard d'ailleurs, la BCE a annoncé le lancement de son programme de QE,
Sur le modèle quantitative easing, assouplissement quantitatif, comme ils disent, création de pognon, sur le modèle de la Réserve fédérale américaine, prétextant d'une vilaine menace de déflation. Alors, vaut mieux faire des montagnes de dettes, c'est une évidence. Ce retard dans la mise en œuvre du QE, parce que la Fed l'a fait de suite après la crise de 2008, est notamment lié au cadre juridique européen, qui interdit à la BCE de faire l'usage de financement monétaire, acheter des dettes publiques directement sur le marché primaire, le marché du neuf, comme on l'a vu. Pour contourner cette interdiction, la BCE s'est mise à racheter de la dette publique sur les marchés secondaires, le marché de l'occasion. Programme d'acquisition de titres nommé Programme d'achat de titres du service public, du secteur public, PSPP, Public Sector Purchase Programme in French, a donc commencé le 9 mars 2015 pour une durée prévue de 18 mois, mais rallongée de 6 mois supplémentaires sinon leur système d'argent-dette aurait pété, et encore rallongée en suivant jusqu'à fin 2018, histoire de se rassurer. N'a pas duré. Alors, vous voyez le graphique de la BCE, des achats de dette réalisés par la BCE, mois par mois entre 2015 et 2018, en milliards d'euros. Ça en fait du pognon, mais pas dans la poche des citoyens. La BCE a racheté pour plus de 60 milliards de dettes par mois pendant 3 ans, avec un pic à 80 milliards d'euros de dettes pendant 1 an, et une décrue la dernière année, avant d'arrêter la coque, mais de replonger, comme on va voir, 9 mois plus tard. Quantitative easing, c'est l'aveu de l'échec des politiques dites conventionnelles et c'est l'aveu que le système d'argent-dette est une grande pompe aspirante au profit de ceux qui l'ont dans les mains et au détriment de ceux qui l'ont dans le cul. Chez les parasites européens, la seule mission de la BCE, c'est le maintien d'un taux d'inflation proche de 2%, et je rappelle, l'INSEE ne sait pas calculer l'inflation réelle. Pour stabiliser l'inflation, normalement, ils baissent leur taux directeur pour relancer la demande de crédit, mais lorsque le taux directeur est proche de 0, alors on fait quoi? On change de système? Mais non, on continue. En fait, il n'y a pas le choix que d'injecter du pognon en quantité aux banques si on veut éviter l'effondrement trop précoce du système dont on a pourtant besoin pour piner les peuples complets. TLTRO 3. Afin de conserver des conditions de crédit favorables dans la zone euro, c'est l'alpha et l'oméga pour ces racailles, et maintenir donc une politique monétaire accommodante, disent-ils dans leur novlangue, l'Eurosystème a annoncé le 7 mars 2019 le lancement d'une 3e série d'opérations ciblées de refinancement à long terme, mars 2019. Ce 3e programme TLTRO est développé en même temps que l'annonce de la reprise du QE le 12 septembre 2019. Alors aux États-Unis, c'est pareil, la Fed a injecté à partir de septembre 2019, de la même manière, des quantités astronomiques de pognon dans les banques jusqu'à ce que le coronavirus les sauve en prenant le relais. J'anticipe, mais avec les conseils des gouverneurs du 12 mars et 30 avril 2020, en lien avec le développement de la crise Covid 2019, la BCE a décidé de revoir les modalités de ces opérations pour faciliter, encore une fois, l'octroi des prêts par les banques aux ménages et aux entreprises en assouplissant les conditions de refinancement des banques. Comme le TLTRO 2, le montant maximal qu'une banque peut emprunter avec ce programme dépend de l'encours de crédit qu'elle a accordé aux entreprises et aux ménages, aux entreprises non financières. En relais de ces opérations TLTRO, la BCE a mis en place en plus des opérations de refinancement d'urgence non ciblées, Pandemic Emergency Longer Term Refinancing Operations, PELTRO, c'est-à-dire les opérations de refinancement supplémentaires parce que ça suffit jamais pour satisfaire l'appétit des ogres. Opérations menées mensuellement à compter de mai 2020 et qui arriveront à échéance progressivement entre juillet et septembre 2021. 6e point, QE en 2019. Donc après 9 mois de sevrage, puisqu'ils avaient arrêté, comme j'ai dit, en fin 2018, sans injecter donc pendant 9 mois des montagnes de pognon dans les banques, avec des effets secondaires du coup catastrophiques, je vais y revenir. Dans sa décision publiée le 12 septembre 2019, le Conseil des gouverneurs de la BCE a annoncé qu'elle allait recourir aussi longtemps que nécessaire, c'est-à-dire jusqu'en 2192, au programme de rachat d'actifs avec un rythme de 20 milliards d'euros par mois à partir du 1er novembre pour s'échauffer, jour de la prise de fonction de Christine jusqu'à Lagarde et donc avant la crise du Covid.
Maintenant, on va attaquer le deuxième grand point, les crises de 2019 et 2020. La crise économique d'abord de 2019. Éric Toussaint, économiste, avait écrit en mars 2019, il y a une très grande quantité de matières inflammables dans les bourses et une étincelle va produire une explosion. Mars 2019. Comme il le dit lui-même dans les mois qui ont suivi, non seulement la croissance économique est restée faible, mais il y a eu un renversement de situation après mars. La production commençait à baisser en Allemagne et aux États-Unis. Une grave récession en Allemagne et un peu partout. Les machines-outils en Allemagne, entre guillemets moteur de l'Europe, sans carnet de commandes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de production en cours dans toutes les branches de l'industrie, donc imaginez les autres pays. Le problème est là, le système d'argent-dette n'est pas viable et ça génère une énorme pompe à fric, un gros estomac sur pattes qui ratiboise tout le pognon et quand il est couplé avec son allié naturel, le capitalisme ultra-libéral, ça met au régime sec les peuples et avec, comme on dit, une politique de rigueur. C'est ce qu'on connaît en France depuis 1983, alors quand tout part en couille, nos gentils gouvernants, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent le système d'argent-dette. La racaille cherche uniquement à sauver le système d'argent-dette, à le maintenir à flot, et comme tout ça ne tient que par le crédit, qui est la seule bouée de ce système, leur seule et unique politique, au final, consiste à favoriser le crédit encore et toujours plus, avec des montagnes de pognon créées pour l'occasion, et tout ça va retomber sur la gueule de qui? Alors pour que les banques accordent des crédits plus facilement, pour que les ménages et les entreprises continuent à s'endetter alors que c'est pas possible de s'endetter plus, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question, on confine, on stoppe tout, et après on a le méchant bouc émissaire, ou le vilain, le monstre suprême, l'ennemi invisible, le sournois, l'ennemi public numéro 1, bien loin devant la finance apatride, le coronavirus. Et voilà le secret de la débandade, de l'obnubilation des pseudo-gouvernants à faire l'exact contraire de ce qu'il faudrait tout le temps, de midi à minuit. Hydroxychloroquine interdite, etc., avant de nous foutre le vaccin. Quelle faute n'ont-ils pas commise? Ah oui, je sais. Déplaire à leur maître, pas le peuple, bien sûr, ça voudrait dire qu'on est en démocratie. Non, ça c'est un conte de fées pour enfants, une petite berceuse le soir au coin de l'écran bleu. Bref, la crise économique de 2020, confinement, lourd Gustave et grosse Bertha. On a eu le droit à l'Augustave et Grosse Bertha, enfin je veux dire par là le refinancement massif des banques foutues après le Covid, bien avant le Covid, pour les sauver et donc sauver le système d'argent-dette. Il y a 5 plans, alors je vous fais la version courte. Premier plan, le QE 18... Premier plan, le QE, Quantitative Easing, 18 mars 2020. 2 jours après, le ferme ta gueule et rentre chez toi. Annonce de 750 milliards d'achats de dette publique par la BCE, c'est le PSPP. 750 milliards donc créés pour l'occasion, et oui, donnés gratos aux investisseurs de la finance apatride, ceux qui détiennent légalement nos dettes illégitimes, et que nous, peuple, nous allons devoir rembourser en nature. Je vous fais pas un dessin. Il faudrait que j'enfile des gants pour ça, mais pas le faire. Deuxième plan de 540 milliards, proposé le 10 avril par les ministres des Finances et entériné par les chefs des gouvernements et d'États européens le 23 avril. Ce plan a été dénommé plan Marshall. Enfin, là-dedans, il y a 240 milliards que le MES prêtera aux États qui en feront la demande. Je précise simplement que la France a mis 140 milliards pour constituer le fonds du MES, donc le pognon qu'on a gracieusement donné aux parasites, ils vont nous le prêter et en prime il faudra rembourser. Et la contrepartie de la pinade, c'est qu'on se fera mettre des réformes ultralibérales. Imaginez, vous travaillez, vous donnez votre salaire à votre banquier et vous lui demandez de vous prêter une petite part de l'argent que vous lui avez donné et vous allez donc le rembourser dessus et en plus vous vous engagez à vivre en faisant moins de dépenses. Putain, c'est pas génial ça? 200 milliards également de la BEI, Banque Européenne d'Investissement. Cette banque fera des prêts aux PME. Bah ouais, faut faire du pognon dans la vie, il faut bien gagner sa vie par le crédit, sinon comment on vit? Là aussi, on a versé 50 milliards avec nos impôts pour constituer son capital à cette BEI. Et 100 milliards également de la Commission européenne pour tous les pays d'Europe, avec cette précision que c'est
100 milliards, c'est moins d'un dixième du budget de la Commission, qui est septennal, et c'est moins que ce qu'on donne, nous, Français, en 7 ans. Plus de 20 milliards nets par an, et non pas 10 comme on entend. Je vous renvoie à la vidéo sur le pognon de dingue, parce qu'il faut aller très loin dans le concret, un peu de leur connerie pour comprendre. Donc on donne 150 milliards en 7 ans, et en plus, en contrepartie de l'arnaque, nous, on doit se faire mettre, encore une fois, des réformes ultralibérales dans la nation. Donc là, il y a déjà 340 milliards donnés comme ça pour le fun. Troisième plan, initiative franco-allemande aboutissant au plan de 750 milliards d'euros le 27 mai 2020. En fait, là, cette Commission européenne, c'est elle qui, grande nouveauté, va pouvoir s'endetter. Charge aux États membres de rembourser. Donc la Commission va emprunter sur les marchés financiers miam 750 milliards que les citoyens d'Europe devront rembourser entre 2028 et 58. Enfin, pour le capital emprunté, parce que les intérêts, ça se paye d'abord, de 2023 à 2028. Oui. La France devra rembourser donc 100 milliards, alors qu'on va nous percevoir concrètement moins de 40 milliards. Alors c'est qui les pigeons? En tout cas, c'est pas les États qui ont eu des rabais, Autriche, Pays-Bas, Danemark, Suède, etc. 340 plus 60, 400 milliards déjà. Le budget européen, avant ça, était prévu d'à peu près 1100 milliards d'euros sur la période 2021-2027, sur 7 ans. Vous y rajoutez les 150 milliards d'euros que devront les peuples européens, ça nous fait déjà dans les 1800 milliards de budget, pas mal. Plus précisément, ce bonus de 750 milliards sera décomposé en 390 milliards de subventions que donnera généreusement la Commission européenne, et 360 milliards de prêts, c'est trop bon les prêts, pour aider généreusement, mort de rire, les pays qui le voudront. Alors je récapitule et précise. La Commission va nous endetter de 100 milliards, nous Français, qu'on devra rembourser entre 2023 et 2058, rien que ça. Et on pourra en retour obtenir 40 magnifiques milliards, mais uniquement si on présente un plan d'investissement et de réforme que la Commission devra valider. Et ce plan, elle ne le validera que s'il prévoit une enveloppe d'au moins 30% pour la pseudo-écologisation du capitalisme ultralibéral, qui fait semblant de muter pour mieux nous baiser la gueule. Je développerai une prochaine fois. Et ce plan, bien sûr, ne sera validé que s'il est conforme aux recommandations de la Commission, c'est-à-dire les GOPE, pour accroître la compétitivité et niquer les citoyens. Les racailles qui nous gouvernent ont annoncé la couleur, un programme de relance de 100 milliards d'euros, dont c'est 40 milliards issus du plan européen et 60 milliards d'endettement supplémentaire, c'est 100 milliards au total. On imagine bien qu'ils vont nous coûter 200 milliards. Alors oui, c'est super de s'endetter à mort, c'est magnifique, c'est vrai, mais la vraie question c'est comment on va rembourser. La présidente de la Commission européenne a exposé les options. Soit on augmente les contributions nationales des 27, là c'est non, il y a déjà des rabais de partout pour les États, sauf pour le dindon français qui en demande. Soit on réduit les dépenses européennes, taper dans les programmes sociaux et compagnie, oui c'est sûr, il n'y a pas de problème, mais pour le reste non, il faut bien quand même engraisser les copains. Donc soit on trouve des ressources propres à l'Europe, ce qui est ma solution préférée à développer, von der Leyen, en évoquant la possibilité d'instaurer une taxe digitale ou de récupérer une partie des recettes générées par les droits d'émission de CO2. En clair, on va se faire mettre des impôts européens, nous les citoyens, gaillardement et bien profonds, sans coup faire rire, dans le cul. Le premier impôt, c'est bientôt, sous forme de taxe sur le plastique, qui sera appliqué dès 2021. Elle sera calculée sur le poids des déchets plastiques ménagers et non ménagers non recyclés, à hauteur de 80 centimes d'euros par kilogramme. Le Conseil européen du 21 juillet a demandé à la Commission de présenter d'autres propositions au cours du premier semestre 2021 pour instaurer d'ici 2023 une taxe carbone aux frontières et une taxe sur le numérique. Autre piste évoquée, l'utilisation du marché carbone, système d'échange de quotas d'émissions, qui sera éventuellement étendue à l'aviation et au transport maritime, ainsi qu'une taxe sur les transactions financières, enfin irréalisable, on s'en fout. Bref, il y a beaucoup à dire, mais au final c'est toujours pareil, de la dette, de la dette, de la dette, de la dette, et de la dette, oui.
Quatrième plan, une petite rallonge de 600 milliards d'euros au programme de rachat de la dette publique. C'est encore du quantitative easing qui se rajoute par la BCE le 4 juin 2020. Mais cette fois, ils l'ont appelé PEPP, Programme d'achat en urgence pour lutter contre la pandémie. Donc 750 du premier plan plus 600, 1350 milliards, qui se rajoutent aux 2600 milliards de QE, quantitative easing, fait de 2015 à 2018, soit presque 4000 milliards d'euros quand même. Et pour l'occasion de ce plan, la BCE a modifié sa propre réglementation pour racheter plus que 33% de la dette des États, donc de façon illimitée, et a fait sauter une autre limite aussi. Elle pourra désormais racheter plus de dettes que la clé de répartition au capital de chaque État ne l'exige. Enfin bref, et elle a décidé ça après la passe d'armes qu'elle a eue avec le tribunal constitutionnel allemand, qui avait jugé le 5 mai dernier que les programmes de rachat massif de la dette de la BCE sur les marchés de 2600 milliards d'euros depuis 2015 violaient la constitution allemande. Alors quoi, on remet en cause notre supériorité ? Il avait été saisi, ce tribunal, par des particuliers, parce que oui, en Allemagne, c'est possible, contrairement à la France, et qui portait plainte, si je puis dire, contre le PSPP de la BCE, c'est-à-dire le QE de 2015 à 2018. Le tribunal a fixé un ultimatum à 3 mois à la BCE, qui expirait le 5 août, pour s'expliquer. La Cour menaçait d'interdire la participation de la Banque centrale allemande, la Bundesbank, au financement des plans d'aide européens. Autrement dit, ça aurait fait, si ça avait été concrétiser cet ultimatum, exploser la zone euro en 4 secondes. Rassurez-vous, les députés allemands et le gouvernement allemand ont fait en sorte que cette bravade du tribunal leur serve de levier de négociation avant de tasser l'affaire. Enfin bref. Dès lors que la BCE peut racheter sans limite la dette des États, du coup, il faut le noter quand même, lorsqu'elle aura racheté suffisamment de dettes des États, les fédératophiles diront « Bah écoutez, la mutualisation des dettes existe déjà en fait, il nous faut alors un gouvernement européen avec un super ministre européen pour gérer tout ça. » Au final, le rachat de dettes par la BCE, c'est une façon d'aller vers le fédéralisme de fait. Et vu que les députés allemands ont voté la dite motion, bah, il n'y a plus d'affaires. Cinquième plan, TLTRO 3, prêt aux banques par la BCE pour 1300 milliards le 18 juin 2020, opération de refinancement ciblée à plus long terme, dont bénéficiaient les banques commerciales à taux négatif. Donc, comme on a vu, ça a été pensé et commencé à être réalisé avant le coronavirus, mais concrétisé après, entre juin 2020 et juin 2021. S'il n'y a pas de baisse de crédit fait par les banques aux entreprises et aux ménages, ils pourront avoir des bons taux négatifs et la BCE acceptera en contrepartie également d'acquérir des obligations pourries. Bon, vous avez compris, des sommes pharaoniques, tout tourne autour du pognon et de la nique. Sans parler des 45 milliards de mesures d'urgence prises par le gouvernement français, enfin le régime macronique, ainsi que les prêts garantis par l'État, 300 milliards, disponibles depuis le 25 mars 2020 avec des statistiques de succès complètement bidons parce que les banques luxe suprêmes refusent majoritairement de jouer le jeu et on parle pas encore, sans une dépense en plus, de trentaines de milliards d'euros du report des charges sociales mars, avril, mai. Enfin, on est en train de défoncer le budget de l'État. La racaille endette l'État, les entreprises, les ménages à fond. Ça va donner quoi un taux d'endettement si explosif? L'esclavage collectif, la fin des États-nations et l'avènement de l'empire de la finance apatride après fracas. Cette racaille utilise, comme à son habitude, sa propre turpitude, elle qui a créé, je le rappelle, les 2 premières guerres mondiales, et qui ne peut l'utiliser, sa turpitude, aujourd'hui que par le système d'argent-dette généralisé, qui était le prémisse, le préalable indispensable pour devenir les maîtres absolus en invoquant la nécessité de sauver par une transformation radicale notre pauvre monde après l'avoir détruit de 1000 façons, destruction au niveau social, économique, juridique, culturel, politique, destruction de la nature, des ressources, des animaux, enfin de tout, pour faire advenir avec leur première grosse ficelle du Covid, d'autres crises qui suivront avec toujours le même moteur de peur collective, un monde bien sombre fait de contrôle des masses et de l'individu, d'abolition de droits de propriété privée et de code barre dans le cul, enfin d'interconnexion des hommes grâce à la 5G dans tous les aspects de leur mode de vie, de la production à la consommation, du travail à la vie privée et familiale qui sont transformés dans leur essence.
Oui, on se dirige tout droit vers un monde orwellien et on verra ça dans la dernière vidéo de cette saison. Dans la saison suivante, on verra ce qu'il faut pour faire une vraie transformation de notre société avant qu'advienne ce brave nouveau monde de merde qu'Emmanuel, l'ennemi du peuple, veut porter pour ses maîtres. Merci de votre écoute et à bientôt.